Salut! Bienvenue sur la chaîne Moto éclairée, dédiée à l'apprentissage de la théorie moto. Entraînez-vous sur les différentes séries tirées des questions officielles du code moto. Vous trouverez les 40 questions, avec leurs explications détaillées à la suite de chacune. Vous pouvez passer ces explications avec la touche droite du clavier. N'hésitez pas à commenter avec votre score et à liker la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour suivre les futures vidéos. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! En tant que débutant à moto, je vais fatiguer plus rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de faire plus d'erreurs de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. En tant que conducteur débutant, je n'ai pas encore rencontré suffisamment de situations différentes et je ne suis pas encore totalement habitué à la moto. Je vais donc me concentrer et la conduite va me demander beaucoup d'efforts. Cette suractivité du cerveau entraîne de la fatigue et un risque d'erreur de conduite. Or, à deux roues, la moindre erreur peut se révéler dramatique. Pour limiter les risques, je fais des pauses fréquemment et je préfère faire des trajets plus courts mais plus réguliers. Réponse A et C. Je regagne le centre de la voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fixe le poids lourd du regard. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais croiser un véhicule lourd. Pour moins ressentir le déplacement d'air du camion, je regagne le centre de la voie. Ça me laissera aussi une marge de sécurité si l'un de nous fait un écart involontaire. Je ne fixe pas le poids lourd, je regarde loin pour conserver une trajectoire correcte. Réponse A et D. J'ai perdu plusieurs points. Je dois attendre de 2 à 3 ans pour retrouver un capital de 12 points. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce délai consolide un comportement plus sécuritaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'on perd plusieurs points suite à une infraction, 2 solutions existent pour les récupérer. Faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière d'une durée de 2 jours. Ce dernier permettra de récupérer 4 points au maximum. Attendre 2 à 3 ans pendant lesquels on ne doit commettre aucune infraction. Ce délai, dépendant de la classe de l'infraction commise, me permettra de retrouver un capital de 12 points et de consolider un comportement plus sécuritaire. Réponse A et C. Lorsque j'ai une crampe à moto, je me dresse sur les repose-pieds, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. En plus d'être douloureuse, la crampe rend la manipulation de la moto plus difficile. Pour la soulager, il faut étirer, masser le muscle et boire de l'eau. Je m'arrête donc.
Réponse B. Cette molette sert à régler le levier de frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une bonne ergonomie facilite le freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette molette permet de régler l'écartement du levier de frein de façon à l'adapter à la taille de la main de son utilisateur. Cette bonne ergonomie facilite donc le freinage. Réponse A et C. Le motard circule hors agglomération. Il va rencontrer un passage à niveau. Avec barrière ou demi-barrière, réponse A. Sans barrière, réponse B. À 50 mètres environ, réponse C. À 150 mètres environ, réponse D. La signalisation indique au motard qu'il va rencontrer un passage à niveau muni de barrière ou demi-barrière. Si la voie ferrée n'était pas protégée, le panneau rencontré par le motard serait celui-ci. Dans les deux cas, le motard devra être particulièrement attentif puisque les rails sont souvent glissants. Les panneaux de danger sont généralement positionnés 50 mètres environ avant le danger en ville et 150 mètres avant hors agglomération. Le passage à niveau annoncé est muni de barrières ou de demi-barrières et se situe à une distance de 150 mètres environ. Réponse A et D. Avant de dépasser, pour être mieux perçu par le conducteur du fourgon, je peux klaxonner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Faire un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule avec le feu de croisement allumé. Je pourrais penser, à tort, que je suis facilement perçu par les autres usagers. En fait, si je m'attache à cette idée, je suis en situation d'insécurité. Quand on regarde dans le rétro d'un véhicule, que ce soit une voiture ou un fourgon, on s'aperçoit que le feu d'une moto représente à peu près la taille d'une tête d'épingle. Si le conducteur devant n'est pas attentif, ou s'il est ébloui par exemple, il peut très bien ne pas m'avoir vu. Il est donc préférable que je l'avertisse avant de dépasser. Étant hors agglomération, je peux utiliser aussi bien le klaxon qu'un appel lumineux. Réponse A et C. En tournant à gauche, le motard cède le passage au cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le motard va rencontrer un passage piéton en tournant à gauche et un enfant arrive avec son vélo. Les enfants de moins de 8 ans à vélo ont le droit de circuler sur les trottoirs. Le motard cède le passage au cycliste. Réponse A. Je klaxonne pour que les piétons se rangent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule dans une rue qui semble être un espace partagé. Des piétons marchent au milieu de la chaussée et tardent un peu à libérer le passage.
ce n'est pas une raison pour manifester mon mécontentement en klaxonnant. Rappelons-le, le klaxon ne doit servir qu'en cas de danger immédiat lorsque je circule en agglomération. Je patiente et je passerai sur leur droite dès qu'ils se seront suffisamment rangés. Réponse B. Par rapport à la voiture, l'acquisition d'expérience à moto est plus rapide, réponse A, plus longue, réponse B. Par rapport à la voiture, l'acquisition d'expérience à moto est plus longue. Le motard venant d'obtenir le permis attend parfois longtemps avant d'acheter une moto et de pratiquer. De plus, la majorité des motards ne roulent que quelques jours par semaine, de mars à septembre, ce qui est insuffisant pour acquérir une expérience solide. On estime qu'il faut des dizaines de milliers de kilomètres, soit des années à moto, pour être un conducteur expérimenté, capable de faire face à toutes les particularités, telles que la gestion des commandes de freins séparés, l'équilibre, les différentes intempéries, l'état de la chaussée, l'adaptation à la présence d'un passager, etc. Réponse B. Les couleurs fluorescentes rendent les motards plus visibles. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les dispositifs réfléchissants sur le casque sont facultatifs, réponse C. Obligatoires, réponse D. Les équipements de couleurs fluorescentes rendent les motards plus visibles, ce qui peut limiter les risques de non-détection à certains endroits comme aux intersections. Les casques, eux, doivent comporter 4 autocollants réfléchissants. En cas d'absence de dispositif réfléchissant, je risque une contravention de 4e classe et un retrait de 3 points sur mon permis. Réponse A et D. Le motard doit s'arrêter, réponse A, ralentir uniquement, réponse B. Il passera avant la voiture, réponse C. Après la voiture, réponse D. Le panneau placé à droite est un stop. Il signale que l'arrêt est obligatoire et qu'il faut céder le passage. Le véhicule en face rencontre également un stop. Il doit donc appliquer la même règle que moi, c'est-à-dire s'arrêter et céder le passage. Nous arrivons face à face et avons la même signalisation, mais ce véhicule tourne à gauche. Ce sera donc à lui de me céder le passage avant de tourner. Réponse A et C. Je dépasse la cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'approche d'une cycliste qui vient juste d'entrer sur un giratoire. Elle coupe légèrement la trajectoire et pour l'instant, elle ne donne aucune indication sur ses intentions. Je peux supposer qu'elle envisage de continuer en face, mais ce ne sont que des suppositions. Avec ce niveau d'information, je ne peux pas prendre la décision d'entreprendre un dépassement. Je patiente quelques instants pour avoir une idée plus précise de ses intentions. Réponse B. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la personne accidentée respire, oui, réponse A, non, réponse B. Est consciente, oui, réponse C, non, réponse D.
Avant d'appeler les secours, il est primordial de prendre les bonnes informations. La rapidité et la qualité des secours dépendent essentiellement de la qualité de l'alerte. Vous devez donc évaluer l'état de conscience et la respiration des victimes. Le médecin urgentiste que vous aurez en ligne vous expliquera ce que vous devez faire. N'oubliez pas, chaque seconde compte. Réponse A et C. La technique d'inclinaison pour prendre un virage s'appelle l'effet gyroscopique, réponse A, la force centrifuge, réponse B, le contrebraquage, réponse C. Au-dessus de 30 km/h, la moto est soumise à l'effet gyroscopique, c'est-à-dire que la roue avant et la roue arrière restent sur un même axe. Il n'est alors plus possible de tourner le guidon pour suivre une courbe. Il va falloir pour y arriver incliner la moto. Et pour ce faire, il suffira de pousser légèrement sur le guidon du côté où l'on souhaite incliner la moto. Cette technique s'appelle le contrebraquage. Réponse C. Dans cette rue, je risque de rencontrer des piétons, oui, réponse A, non, réponse B. Des souillures sur la chaussée, oui, réponse C, non, réponse D. Je risque de rencontrer des piétons et pour cause, j'en vois déjà. Mais ce dont je dois particulièrement me méfier, c'est de leur circulation sur la chaussée du fait des travaux. Je dois être particulièrement vigilant sur le côté droit en raison de la présence de ce fourgon stationné sur le trottoir. Et bien sûr, qui dit travaux dit également risque de présence de souillures, terre, gravillon, boue, sur la chaussée et risque d'adhérence fortement réduite. Réponse A et C. Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé concerne le picto. A, B, C. Sur la boîte de tous les médicaments, qu'il s'agisse de médicaments en vente libre ou obtenus sur prescription médicale, un pictogramme est apposé. Ce dernier permet de prévenir des risques sur la conduite inhérents à leur consommation. Le niveau 1 invite à ne pas conduire sans avoir lu la notice. Le niveau 3 invite à d'abord demander l'avis d'un médecin avant de reprendre la conduite. Le niveau 2 invite à ne pas conduire sans demander l'avis d'un professionnel de santé. Réponse B. Sur cet emplacement à droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces marquages indiquent l'emplacement d'un arrêt de bus. Pour ne pas gêner les transports en commun, l'arrêt et le stationnement à cet endroit sont interdits.
Réponse B et D. Ce hublot permet de vérifier le niveau de liquide de refroidissement, réponse A, de liquide de frein, réponse B, d'huile moteur, réponse C. Ce hublot permet de vérifier le niveau d'huile moteur. Pour que la vérification soit correctement réalisée, il faut positionner la moto sur un sol horizontal et la maintenir verticale, donc sur béquille centrale ou béquille d'atelier. La vérification se fait moteur arrêté mais chaud sur un carter sec et moteur froid sur un carter humide. Le niveau est correct lorsqu'il se situe entre les deux traits représentant les niveaux maximum et minimum. Réponse C. En dépassant ce poids lourd, je suis visible en continu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si les poids lourds sont équipés de rétroviseurs supplémentaires, il y a des angles morts. Je ne suis pas visible pendant tout le dépassement. Particulièrement ici, car les dimensions de ce convoi exceptionnel augmentent les angles morts du conducteur. Réponse B. Ces accidents sont généralement dus à une confiance exagérée du motard en ses capacités. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après quelques kilomètres parcourus au guidon de sa machine, le motard prend confiance en lui. Parfois même trop. Et cela le conduit bien souvent à une prise de risque inconsidérée, comme dans cette situation où le motard a mal évalué la vitesse lui permettant de prendre ce virage correctement. Un motard trop confiant en ses capacités fait preuve de moins de discernement, ce qui le conduit à des analyses erronées des situations rencontrées. Réponse A. Par temps de pluie, le port d'un gilet haute visibilité rend les motards plus visibles aux autres. Oui, réponse A. Non, réponse B. En temps normal, les autres usagers ont du mal à détecter les motards, souvent parce qu'ils portent des tenues plutôt sombres. Bien entendu, par temps de pluie, ce problème est accentué. C'est pourquoi le motard doit en prendre conscience et ne pas hésiter à enfiler un gilet haute visibilité, sauf si la combinaison de pluie est déjà à haute visibilité. Malgré cela, le motard doit rester vigilant et ne pas surestimer la probabilité d'avoir été vu. Réponse A. Ce motard porte les équipements obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il sera correctement protégé en cas de chute. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'équipement minimum obligatoire pour la pratique de la moto se résume à une paire de gants et un casque homologué. Ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger le reste du corps, car en cas d'accident, le motard chute quasi automatiquement.
Il faut donc se protéger intégralement en portant des chaussures montantes ou des bottes, un pantalon et un blouson, en plus du casque et des gants. Tous ces équipements doivent être prévus pour la pratique de la moto pour offrir une bonne protection. Des étiquettes spécifiques permettent de le vérifier. Ce motard porte donc les équipements obligatoires, mais il est très loin d'être correctement protégé en cas de chute. Réponse A et D. Je ne crois jamais d'animaux sauvages sur cette route. J'ignore ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau est implanté dans les zones de passage d'animaux sauvages. Leur flux est en principe plus important à la tombée de la nuit ou au crépuscule. Et les saisons ont aussi une influence sur leur déplacement. Sachant qu'ils sont sauvages, il est difficile de prévoir l'heure et le jour où on va les rencontrer. Il faut donc rester vigilant lors de la traversée de ces zones. Réponse B. Je risque de subir un phénomène de guidonnage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation annonce des rainurages sur la chaussée qui peuvent provoquer un guidonnage ou une perte de contrôle de la moto. En effet, ils rendent difficiles les inclinaisons, le contrebraquage et les changements de trajectoire. Par mesure de précaution, je ralentis. Réponse A et C. Je vais suivre ce tracteur à bonne distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule visière fermée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce tracteur transporte des bottes de paille sur sa remorque. Même si la paille est compressée, il est probable que de nombreuses brindilles volent. C'est pourquoi il est indispensable de fermer la visière pour éviter d'en prendre dans les yeux. Pour cette raison, et pour rester visible du conducteur du tracteur, je circulerai à bonne distance en me plaçant plutôt sur la partie gauche de ma voie. Réponse A et C. La bonne approche pour ce virage est en A, B. Pour suivre une trajectoire de sécurité, je dois toujours ouvrir le virage. Ce qui veut dire que ma position avant le virage doit être opposée au sens du virage. Ici, j'aborde un virage à gauche, donc je me place à droite, ce qui correspond à la situation B. Je me serais placé en A si la partie droite de ma voie avait été impraticable par exemple. Réponse B. Je demande aux passagers de regarder à l'intérieur des virages, réponse A, à l'extérieur des virages, réponse B.
Lorsque je transporte un passager, j'établis avec lui un code de communication. Je l'informe du trajet et je lui donne quelques règles pour notre sécurité. Il se tient un bras autour de ma taille et l'autre sur une poignée passager. Dans les virages, il doit me suivre pour ne pas perturber l'équilibre et pour cela, placer la tête et regarder à l'intérieur du virage. S'il ne se comporte pas de cette façon, il risque d'entraîner une chute. Réponse A. L'alcool provoque, entre autres, un allongement du temps de réaction. Réponse A. Une meilleure mobilité du regard. Réponse B. Une plus grande sensibilité à l'éblouissement. Réponse C. Une diminution des facultés de raisonnement. Réponse D. L'alcool, une fois passé dans l'organisme, va agir au niveau du cerveau. Il va ralentir la transmission de l'influx nerveux. Il va s'en suivre un allongement conséquent du temps de réaction, une moindre mobilité visuelle et une faculté de raisonnement altérée, donc moins bonne. Il faut également noter que l'alcool rend plus sensible à l'éblouissement. On comprend mieux pourquoi conduite et alcool ne font pas bon ménage. Réponse A, C et D. Je cède le passage à droite uniquement. Réponse A. Je cède le passage à gauche et à droite. Réponse B. Je passe sans céder le passage. Réponse C. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas, il faut tenir compte du panneau apposé sous le feu. Ici, il s'agit d'un panneau de céder le passage. Donc, pour franchir cette intersection, je vais devoir céder le passage aux usagers arrivant sur ma gauche et sur ma droite. Réponse B. Je klaxonne et je passe. Réponse A. Ou je m'arrête. Réponse B. Ces piétons font face à la route et ils ont manifestement l'intention de traverser. Il n'y a pas de passage piéton à proximité et il est normal qu'ils traversent dans le prolongement des trottoirs. Je ne klaxonne pas car il ne s'agit pas d'un danger immédiat et je m'arrête pour les laisser traverser. Réponse B. Mon allure est adaptée au lieu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je roule à moins de 30 km/h et je m'apprête à franchir une intersection sans signalisation. Ce qui veut dire que je devrais céder la priorité si un usager arrive. À cette allure, si je déclenche un freinage, mon arrêt sera quasi immédiat. De fait, je peux conserver cette allure qui est adaptée à la situation. Réponse A. Les causes les plus fréquentes d'accidents à moto sont la perte d'adhérence lors d'un freinage, réponse A, la mauvaise évaluation d'un virage, réponse B, la perte de contrôle lors d'un évitement d'obstacles, réponse C, la présence d'animaux sur la route, réponse D. Hors agglomération, près de la moitié des accidents mortels se produisent en virage.
La perte d'adhérence lors d'un freinage est également responsable de nombreuses chutes. Complète ce tableau la non-maîtrise des situations d'évitement. Souvent, un facteur est déterminant dans ces situations d'accident, c'est une vitesse inappropriée aux conditions de circulation. La présence d'animaux sur la route ou leur traversée est nettement plus rare dans les accidents à moto. Réponse A, B et C. Le conducteur peut démarrer car il est possible qu'il ne me voie pas, réponse A, qu'il estime mal ma vitesse, réponse B, qu'il soit prioritaire, réponse C, qu'il n'ait pas vu le céder le passage, réponse D. Un automobiliste arrêté à une intersection a tendance à chercher si une autre voiture arrive. C'est pourquoi il prêtera moins attention à la moto, plus étroite et moins fréquente sur la route. Et quand il la voit, il la prend parfois pour un cyclomoteur, qui n'a pas les mêmes capacités d'accélération. Je ne peux pas savoir ce qu'a vu et compris cet automobiliste. Il peut démarrer car il est possible qu'il ne me voie pas, qu'il estime mal ma vitesse ou qu'il n'ait pas vu le céder le passage. Je me méfie et je ralentis. Réponse A, B et D. Ce comportement est éco-responsable, réponse A, source de nuisance, réponse B, source de pollution, réponse C. Ce motard donne des coups d'accélérateur. Sans doute a-t-il peur qu'on ne le remarque pas. Il n'y a aucune justification, même mécanique, à ce comportement. En revanche, il consomme et pollue plus que nécessaire. Ce comportement n'est pas éco-responsable et il est source de nuisances sonores et de pollution. Réponse B et C. Si une partie de mon corps franchit l'axe de la chaussée, le risque est faible, réponse A, important, réponse B. En virage, si mon corps franchit l'axe médian alors que je suis incliné, le risque de percuter un véhicule arrivant en face sera très important. Effectivement, il suffit qu'un usager arrivant en sens inverse fasse de même, ou que son gabarit soit très important et l'accident sera inévitable. Aussi, il est important en virage de respecter une trajectoire de sécurité. Réponse B. Je dépasse, réponse A, ou je reste derrière le fourgon, réponse B. Je remonte une file de véhicules circulant à allure réduite. Jusqu'à présent, les conducteurs serraient à droite pour m'ouvrir un couloir de circulation. J'arrive derrière un fourgon qui n'adopte pas le même comportement. Peut-être que le conducteur ne m'a pas vu arriver et il réagira lorsqu'il détectera ma présence. Peut-être estime-t-il que je peux attendre et qu'il ne me facilitera pas le passage. Même si ça n'est pas très fair-play, je ne peux pas l'y contraindre. Je patiente derrière. Réponse B.
Ce bouton commande les feux de détresse, réponse A, les appels de phare, réponse B, le coupe-circuit, réponse C, l'avertisseur sonore, réponse D. Ce bouton, situé juste au-dessus de la commande d'allumage des feux de route, n'est autre que le bouton d'appel de phare ou avertisseur lumineux. Il permet une action plus simple et plus rapide que le fait de devoir pousser dans un sens puis ramener dans l'autre sens le bouton du feu de route. Réponse B. Pour circuler en charge ou en duo, je durcis la suspension, réponse A, ou j'assouplis la suspension, réponse B. Si je circule en charge ou en duo, j'ajoute du poids sur la moto. La suspension va être plus sollicitée et dans le pire des cas, elle pourrait talonner, c'est-à-dire arriver en butée, ce qui la rendrait inefficace. Il est donc nécessaire de durcir la suspension lorsque j'augmente la masse de la moto. Réponse A. Le GPS peut perturber l'attention. Visuelle, réponse A. Auditive, réponse B. Le manipuler en circulation est dangereux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Parce qu'il requiert d'écouter les informations vocales données, le GPS peut perturber l'attention auditive du conducteur. Et lorsque ce dernier n'a pas bien compris l'information, il la vérifie directement sur l'écran. De fait, son attention visuelle peut elle aussi être perturbée. En ce qui concerne sa manipulation, il est évident qu'elle ne doit se faire qu'à l'arrêt pour des raisons de sécurité. Réponse A, B et C.